poésie et une imagination dans notre vie quotidienne, j'étais absolument baba que ça puisse exister. En tout cas من أجمل الكلمات عن الحب هي امرأة بتحب الحرية وما بتحب تتكل إلا على نفسها، ما بتطلب من الرجل المال أو إنه الحماية، بتطلب منه إنه يحبها مثل ما هي ويحترم لها كل أفكارها، وامرأة بتصور بهالدقايق تعلمنا كثير منها، وهذا أكيد شرف كبير إنه نقدر نتحدث معها بكتاب بلبنان. Marie-Christine Barrault, vos paroles nous font aimer encore plus la vie, l'amour et les mots. Tant mieux, tant mieux. Alain Rey, je vais vous présenter aux téléspectateurs. ألان راي كاتب ومتخصص بعلم اللغات من مواليد فرنسا سنة 1928، وهو مدير تحرير مطبوعات دار نشر لو روبير، حائز على اجازتين بالعلوم السياسيه والادب الفرنسي من جامعه السوربون، وهو من احدى اهم المساهمين باصدار اول قاموس لو روبير وبعده بيتي روبير وسنه 1967، وساهم باصدار كل القواميس كمان من دار نشر روبير. وسنه 2005 اصدر لو ديكسيونير كولتوريل اون لانغ فرانسيز اللي كان بمثابة ثورة بعالم اللغة الفرنسية. أعطي لقب فارس بنقابة الفنون والأدب، وقدم فقرات أسيرة قبل وبعد الأخبار بفرانس انتر وفرانس 2 وأوروب 1 واليوم كانال بلوس، كما أنه كمان عنده فقرة بمجازين ليترير بعنوان لو مو دو لا فان، واليوم عم بيوقع كتابه ديكسيونير أمورeux des dictionnaires. Alain Rey, racontez-nous votre amour et votre état amoureux face à tous ces dictionnaires. Eh bien, écoutez, ce qui me frappe, c'est que nous sommes trois à avoir écrit des livres à cette émission, et que malgré l'extrême différence entre nos productions, il y a un parallélisme entre les démarches. Je ne parle pas pour Madame qui n'a pas encore présenté son ouvrage, mais je suis sûr que ça va être la même chose. C'est le fruit d'un amour, c'est-à-dire qu'il s'agit de transformer une activité qui peut être une activité professionnelle en un acte d'amour permanent. Alors ça peut s'incarner dans un véritable amour humain, ça, en général, et je l'espère pour nous trois, ça s'est incarné dans un véritable amour humain et dans plusieurs amours humains, parce qu'il ne faut pas être exclusif dans ce domaine. Et j'ai été très frappé par la métaphore de Christine Barrault sur le chemin, parce que non seulement nous sommes des voyageurs et nous ne savons pas exactement où nous allons, mais nous y allons. Et ce qui est extraordinaire dans la destinée humaine, c'est que le chemin, c'est nous qui le traçons. Ce n'est pas un chemin qui est tracé d'avance. C'est-à-dire que nous sommes dans la situation de l'explorateur d'une forêt vierge qui doit se tracer un chemin, c'est-à-dire l'inventer, et après, il n'a pas tellement le droit de revenir en arrière et sur ses pas, mais sa trace existe, sa trace reste. Et qu'est-ce qui nous permet d'avoir cette attitude qui est à la fois celle de la création et de la mémoire? C'est la langue, c'est le langage. Et le langage, j'ai toujours été frappé par ce qui me rapprochait des chercheurs et des érudits, parce qu'ils sont obligés de travailler à l'intérieur du langage, des créateurs, même si ce sont des créateurs en peinture ou en musique, parce que le langage est producteur de musique lui aussi, et que le langage, à partir du moment où il y a une écriture, est susceptible de la calligraphie, qui est une peinture et un dessin même. Donc c'est, si vous voulez, la possibilité, à travers ce système de signes qui est le plus puissant de tous les systèmes de signes disponibles, et qui est la signature de l'humanité par rapport aux animaux, qui ont des moyens de communication, mais qui ne se sont pas organisés dans un langage aussi riche, aussi complexe et aussi esthétique. C'est les deux éléments. Le langage est le meilleur et la meilleure et la pire des choses, ça a été dit dans l'Antiquité grecque, et ça reste tout à fait vrai, parce que le langage est capable de tout. Le langage est un élément vivant
un élément surprenant, un élément qui nous attrape, et loin d'être les maîtres du langage, même si on est un grand écrivain ou un grand poète, ce que je ne suis pas, je précise tout de suite, nous sommes la proie du langage beaucoup plus que le langage n'est notre proie. C'est-à-dire que nous sommes fabriqués par lui, nous pensons à travers lui, le découpage du vocabulaire et des vocabulaires des langues et la façon de voir le monde, c'est celle qu'il a construit, et le fait, par exemple, que, pour prendre un exemple qui n'est pas des mots, mais de l'organisation des mots dans la phrase, le fait que les Allemands mettent le verbe à la fin et que d'autres langues, dont les langues sémitiques, l'arabe et la langue française, mettent le verbe au milieu, comme une espèce de pivot créateur entre un sujet qui peut être soi-même ou quelqu'un d'autre et un objet sur lequel le travail du verbe va se faire, eh bien c'est une différence considérable dans la manière d'appréhender la vie elle-même. Et j'ai voulu montrer dans le dictionnaire amoureux des dictionnaires que le dictionnaire, dans une certaine mesure, était ma propre vie, ce qui peut paraître dérisoire, parce que c'est un objet qui est souvent utilitaire et mal utilisé, mais j'ai voulu montrer à travers les grands créateurs de dictionnaires, à travers les âges et à travers les cultures, en donnant une très grande place aux grands dictionnaires arabes anciens, à partir de Al-Khalil, qui est quelque chose de fondamental pour la civilisation arabe, mais qui devrait l'être pour toutes les civilisations du monde, de même que les grands dictionnaires de caractère chinois qui apparaissent les premiers, en même temps à peu près que les Grecs font des glossaires pour expliquer la langue d'Homère qui n'est plus comprise à leur époque, au 5e siècle avant notre ère. Et toute cette aventure humaine, organisée autour des mots, va très au-delà de l'idée simplette et utilitaire du dictionnaire. C'est ce que j'ai voulu montrer. Exactement. كان عم يفسر لنا قد ايه أهمية الكلمة وكيف الإنسان هو اللي بيستعمل الكلمة بالتفكير وبالكلام وبالكتابة، وهذا الشيء مش موجود بغير مخلوقات أكيدة على الأرض. وعم بيقول قد ايه واحد مختلف إنه عند الألمان الفعل بيكون بآخر الجملة، ولكن بغير لغات مثل الفرنسي والعربي بيكون بنصف الجملة. قد ايه في تنوع أكيد كل الأساليب للكتابة، وفينا نقول قد ايه بيقول في شغف الكلمة اللي عند إياها كمان الممثلة والكاتبة ماري كريستين بارو، وهو أكيد عنده إياها، مثل ما أكيد هو بيقول إنه كل كاتب مثل الكاتبة شانتال فيرداي بيكون عندهم إياها. Le dictionnaire amoureux des dictionnaires rend hommage à diverses traditions culturelles et à des auteurs célèbres, ignorés ou moins ignorés, mais qui ont rendu service à leur langue. Sur quels critères vous avez choisi ces auteurs-là? Sur un critère à la fois personnel, sensible, et parce qu'il y a des auteurs de dictionnaires, par exemple Samuel Johnson en Angleterre, qui sont en même temps des grands écrivains, et des écrivains qui me sont proches, parce qu'il annonce un petit peu l'esprit des Lumières, il répond à la manière britannique, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour et parfois de prétention à ce que les Français font de leur côté. Quelqu'un comme Diderot, l'auteur de l'encyclopédie, qui s'appelle, je le rappelle, Dictionnaire raisonné, et non pas seulement encyclopédie, et quelqu'un pour qui j'ai une admiration infinie parce qu'il a libéré la pensée d'une manière très très originale et personnelle, et que c'est à la fois un conteur et un romancier exceptionnel, ça n'a été connu qu'après sa mort, un philosophe et l'auteur du plus grand recueil qui a été organisé en langue française dans ce domaine. Et j'ai découvert que pour la langue italienne, c'est au XIXe siècle des grands écrivains romantiques qui ont participé ou qui ont créé des dictionnaires, et que les frères Grimm, les auteurs des fameux contes de Grimm, sont les auteurs du premier immense grand dictionnaire allemand qui s'est terminé après leur mort pendant 150 ans, parce que c'est souvent une très très longue aventure, un très long chemin que d'essayer d'appréhender l'esprit et l'âme d'une langue à travers la totalité de ses mots, ou la majorité de ses mots en tous les cas. Donc si vous voulez, c'est à la fois une réflexion qui doit servir de référence pour l'univers des dictionnaires et pour en montrer la multiplicité et le caractère imprévisible. J'ai des entrées sur une
bande dessinée, Batman, parce qu'il y a eu un dictionnaire de tout l'univers de cette bande dessinée, et je me dis, mais bon sang, si on avait la même chose pour l'œuvre de Dickens, de Cervantes, de Balzac ou de Hugo, ça serait absolument fantastique. Exactement. Et ça nous manque. Exactement, exactement. C'est-à-dire notre monde finalement peut être représenté sous la forme un peu fictive, il est vrai, mais tout de même vibrante, et elle est dans les grands dictionnaires du dictionnaire. Et puis bon, j'ai fait la biographie de deux grands lexicographes français, Antoine Furetière, que je considère comme un précurseur des Lumières à l'époque de Louis XIV, et puis Émile Littré, qui est le représentant de la pensée positiviste au XIXe siècle, avec une volonté de liberté et de sérieux dans la description du monde, et c'est un homme parfaitement admirable sur le plan humain. Exactement. Et de même que Marie-Christine Barrault, jouant le rôle de Marie Curie, peut appréhender beaucoup mieux Marie Curie que quiconque d'autre, j'ai l'impression, après avoir écrit ces deux biographies, que je suis un petit peu ce personnage, parce que si j'avais détesté le personnage, j'aurais abandonné la biographie, j'aurais pas pu continuer. C'est par passion aussi que vous avez continué. C'est par passion, parce que Furetière est un homme absolument imprévisible, amusant, cocasse, à la fois soumis et révolutionnaire, enfin très très bizarre. Et Littré est un homme d'un sérieux qui me fait un peu peur. Il a une tête d'ailleurs qui fait peur, mais qui a eu toujours une honnêteté morale, intellectuelle et politique absolue. Il a eu des décorations sous Napoléon III, il les a rendues. Voilà, ce qui est un comportement de liberté. Et ce comportement de liberté se traduit même dans sa difficulté à réussir à être élu à l'Académie française. Et c'est une anecdote politique amusante. La République française, la Troisième République, a été votée à une voix de majorité, et comme Littré était sénateur, je me plais à croire que c'est la sienne qui a transformé le régime de la France. C'est absolument arbitraire et ça me ravit. En tout cas, vous êtes non seulement un spécialiste de la langue, mais vous êtes de la langue française, mais aussi philosophe et historien du langage, et vous êtes un des seuls, pour ne pas dire le seul. Non, il ne faut pas dire ça. Mais il y a beaucoup du 21e spécialistes, de grands spécialistes. Du 20e et 21e siècle. Disons que j'ai peut-être une largeur de considération ou de vue qui n'est pas celle des spécialistes que par ailleurs j'admire et qui en savent plus que moi sur des quantités de points de détail. En tout cas je vous remercie beaucoup. على رأي ما بينشبع منه إذا كل القواميس الفرنسية هو عملها، وهو أكثر يعني أكبر من متخصص باللغة الفرنسية، هو فيلسوف اللغة وتاريخ اللغة. بحب انتقل لشانتال فيرداي. Vous êtes donc presque donc le Liban, vous le connaissez très bien, mais quand même, je vais vous présenter au public. كاتبة وباحثة فرنسية، حائزة على إجازة بالتاريخ، وعندها محاضرات عن تاريخ العالم العربي العصري، وهي باحثة بمركز الأبحاث بالشرق الأوسط والمتوسط. كما أنها حائزة على إجازة بالأدب العربي، وعاشت فترة طويلة بلبنان. أصدرت كتب منها Hommes de l'entre-deux, parcours individuel et portrait de groupe sur la frontière de la Méditerranée. سنة 2009, le Moyen-Orient par les textes 19e et 21e siècle, entre le 19e et le 21e siècle, ou la mission jésuite du Mont-Liban et de Syrie 1830-1864 اللي عم توقعوا بمعرض الكتاب الفrancophone. Dans votre livre, La mission jésuite du Mont-Liban et de Syrie, donc vous retracez l'histoire de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, qui symbolise donc à la fois la présence française au Liban, mais aussi les rivalités entre les puissances occidentales au Moyen-Orient. Pourquoi avez-vous choisi l'université Saint-Joseph de Beyrouth? Eh bien, en fait, j'avais commencé à travailler sur les jésuites en France, et quand je suis venue au Liban, j'ai découvert qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire récente sur la mission jésuite au Liban. Il y avait des histoires qui étaient faites par les jésuites eux-mêmes, parce que pour les jésuites, c'est très important de faire leur propre histoire. Disons qu'à chaque génération de pères, il y en a
au moins un qui fait l'histoire pour les générations suivantes. Ça fait partie de la façon de fonctionner de l'ordre de la Compagnie de Jésus, où l'unité de l'ordre est très importante et elle s'entretient aussi par l'histoire. Et du coup, j'ai eu l'idée de travailler sur cette mission. Au départ, c'était un peu compliqué parce que pour un historien, travailler, ça veut dire avoir accès à des archives et avoir accès à des archives inédites. Et dans ce domaine, les archives inédites, elles étaient à Beyrouth, elles sont chez les jésuites, et l'accès a été un peu compliqué parce que les jésuites sont prudents et ne voulaient pas nécessairement donner accès à ces documents